Rentrons dans le cœur du sujet. La dépendance affective englobe tout un tas de besoins. Enchaîner les relations, par exemple, par peur de se retrouver seul, avoir du mal à exprimer son désaccord, à prendre des initiatives, à faire des choix, avoir besoin de se sentir en sécurité, d'être rassuré, etc. Bref, c'est quand ton amour et ton estime de toi, ça dépend des autres. Mais attention, parce que le terme, il n'apparaît dans aucune classification médicale sérieuse. En fait, c'est le trouble de la personnalité dépendante qui est reconnu. En gros, c'est la même chose, avoir besoin de l'autre pour exister, mais d'en avoir besoin à l'excès, lorsque ça devient omniprésent et persistant. Ce trouble-là, selon le manuel Merck, il touche environ 1% de la population. Mais ce chiffre est lui-même remis en question. La psychiatre et auteure Aurelia Schneider estime qu'il est sous-diagnostiqué car les patients consultent pour la dépression, l'anxiété ou encore les addictions, pas spécifiquement pour celui de la dépendance. Un problème en cache souvent un autre, comme on dit. Finalement, la dépendance affective, c'est simplement un terme plus générique. Et diagnostic ou non, les symptômes sont lourds à supporter, peut-être plus pour certains, moins pour d'autres, mais en tout cas, ce n'est agréable pour personne. Et vraiment, c'est étonnant de trouver avec difficulté des informations, des chiffres, alors que ça touche tout le monde. Bah oui, on vous a demandé si ça vous parlait, et vous nous avez répondu que oui. Ça vous parle, ça vous questionne, ça vous affecte, vous, vos proches, à des moments différents, à des degrés différents. C'est plus commun que ce que l'on pense. Pour cette raison-là, on a décidé d'en parler avec Lou, Marjorie, Chloé et Mathieu. Vous êtes plus sucré ou salé, petite Paul? Ça dépend. Salé. Ouais, Moi, de moi manière aussi, générale, sucre. sucré, mais Alors, moi, je m'appelle Marjorie, j'ai 23 ans, bientôt 24. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je donne des cours de soutien. Et à côté de ça, je suis depuis très peu de temps responsable de la communication d'une application sur la santé mentale. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lou, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en école de communication. Et en parallèle de ça, j'effectue une alternance dans une start-up à impact social. Hello à toutes et à tous, Chloé, 24 ans. Je travaille dans une association écolo dans le but de sensibiliser et faire passer un maximum de personnes à l'action, et notamment les enfants qui sont un petit peu le futur. moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans. Que dire de plus? Je sais pas, je suis content d'être là ce soir. Je lance le sujet. Vas-y. Pour moi, la dépendance affective, c'est le fait de s'ancrer dans une dynamique qui fait qu'à la fois, tu as besoin de l'autre, tu es une ombre de toi-même, et tout ce que tu le fais par rapport à l'autre et pour l'autre. Il y a aussi un lien un petit peu avec la confiance, l'estime qu'on a de nous. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'estime, l'amour-propre un petit peu. Et du coup, le fait d'être avec quelqu'un, c'est s'oublier soi et c'est un peu se donner une raison d'être. Sauf que c'est absolument pas sain. Mais sur le moment, je pense que c'est compliqué de s'en rendre compte. J'acceptais des choses que je m'étais toujours refusées parce que j'avais vu des personnes aussi de mon entourage les vivre et je m'étais dit: «Mais non, enfin, comment il peut se laisser, un petit peu, submerger par tout ça et il est plus fort que ça et cetera». Mais finalement, quand tu es dans le truc, non, toi aussi, hein, tu es un petit peu, excusez-moi pour la vulgarité, mais tu es dans la même merde. Surtout qu'en plus, comment dire, même si tu as fait cette réalisation, que tu t'es dit en mode ouais, là je suis dans une situation de dépendance affective, que cette relation se termine, il n'y a rien qui t'empêche de reproduire ce schéma dans le futur en fait. C'est quelque chose qui sera toujours là, c'est un espèce de mécanisme que tu vas continuer à répéter. C'est quelque chose qui est un petit peu, comment dire, C'est une addiction en fait. Ouais, exactement. C'est une addiction à l'amour, la dépendance affective. On se sent important aux yeux d'une personne quand nous, on n'a pas d'importance pour nous-mêmes. Fait qu'à partir de là, la personne va devenir notre point d'ancrage, comme si on voulait qu'elle nous sauve quelque part d'un mal-être intérieur. Et du jour au lendemain, tu te dis, mais ma vie, je la contrôle plus, ma vie, elle m'appartient plus, mes choix m'appartiennent plus, mon corps, mes pensées. Et quand même ta famille et tes amis te disent, mais attends, il y a un problème là, en fait, tu peux pas en sortir parce que quelque chose de plus fort prend le dessus, justement. J'étais une enfant donc d'un divorce, avec, des soucis de parentalité, d'attention, mon père qui n'était pas présent et ma mère, qui était seule donc j'avais un rôle dans la famille qui était celui d'un soutien émotionnel en permanence. Du coup, je censurais beaucoup mes émotions en tant que jeune petite fille, qui apprenait un petit peu, par dépit, ce que c'était que la vie parce que j'étais très timide à l'époque.
Je pouvais pas parler en public, les exposer, c'était une torture et en fait, me faire des amis, bah, c'était compliqué du coup. J'ai eu une relation, à sens unique dans ma tête pendant très longtemps, avec une personne qui m'était bien sûr inaccessible. Jour et nuit, je pensais à cette personne. Je faisais mille et une, pirouettes pour la voir, en cachette. En repensant à ça, à mes 19 ans, j'ai compris que c'était, une sorte de refuge, la dépendance affective, en fait. Moi, mes potes, c'était mes potes du lycée, c'était genre, mon groupe. Voilà, on s'appelait le groupe. Bon, il y a eu une soirée qui a un peu dérapé, mais voilà, où on était en total, enfin, c'était en vrai, moi, c'était marrant, ça m'avait pas du tout, traumatisée ou quoi que ce soit. J'en parle à mon copain de l'époque et il pète, un peu un câble, il me traite de salope, il me dit: «Non mais ces personnes, elles sont pas du tout bonnes pour toi, qu'est-ce que tu fous?» enfin, n'importe quoi et il m'a posé un ultimatum de, soit, arrêter de les voir, soit, qu'on se quittait. J'en étais à me rendre, à trembler devant mes potes, alors que c'était mes potes et qu'ils ne me voulaient absolument pas de mal. C'était une rupture, en fait, amicale à cause de ce que m'avait fait penser et comment m'avait manipulé, en fait, mon copain. Bah, moi, c'était pas en amour, c'était en amitié et j'étais très jeune, ça a commencé en primaire, ça a duré jusqu'à la fin du collège. À l'époque, j'avais quand même très peu d'amis. Du coup, bah, c'était la seule personne avec qui je m'entendais vraiment bien, tu vois? Et d'un autre côté, dès qu'elle en avait l'occasion, sans crier gare, enfin, elle te rabaisse jusqu'à plus bactère en fait, tu es dans une incompréhension totale, dans un choc qui est total, que tu peux pas réagir. Genre, tu peux juste pas réagir. Tu peux que subir et être là à attendre qu'elle revienne, la personne qui est sympathique avec toi. Et ensuite, en troisième, bah, je me suis fait d'autres potes. Et en vrai, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que j'étais pas dans une situation, avant de la rencontrer, où j'étais dépendant affectif et où j'avais besoin de quelqu'un. Pour moi, il y a des personnes qui peuvent avoir des prédispositions à la dépendance affective, comme il y a des personnes qui peuvent avoir des prédispositions à tout autre type de dépendance. Et souvent, c'est des dépendances qui cachent une dépendance affective. Et aussi pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi un côté chimique derrière à la dépendance. Hem, En gros, enfin, moi j'ai été diagnostiqué, TDAH, tu vois? Enfin, trouble de l'attention avec hyperactivité et en fait, c'est causé par un manque de dopamine. Maintenant avec le recul, bah, je le vois parce que, je sais pas, quand j'étais petit, j'étais vachement accro au sucre, aux écrans, puis ensuite en grandissant, c'est devenu les clopes, la weed, enfin c'est vrai que du coup, j'avais jamais fait le lien avant que tu dises avec aussi du coup les possibles dépendances affectives. Mais oui, il y a rien de pire quand tu es, dépendant affectif et qu'en plus, tu deviens dépendant soit à la drogue, soit à l'alcool, soit à plein d'autres choses. Parce que là, tu te dis: «Mais oui, vraiment, en fait, il y a un manque en permanent» et ce manque, on essaie de combler par, des substances qui te font monter comme, bah, cette, montée d'amour que tu ressens quand tu es amoureux. Du coup, tu deviens, ce cœur à prendre et cet esprit à envahir. Mmh. Mais je pense que personne n'est réellement à l'abri, tu vois? Par exemple, là, je viens d'apprendre que, un pote que je côtoyais un peu à Lyon, que j'avais toujours vu comme étant quand même extrêmement sûr de lui, comment dire? C'est pas le genre de personne que j'aurais soupçonné tomber dans un schéma toxique et nocif et pourtant, bah, c'est le cas. Il s'éloigne de tout le monde parce que, encore une fois, je pense que personne n'est à l'abri et Bah, moi, je te rejoins, Mathieu, dans le sens où tu peux paraître aussi très confiant, rien ne m'arrivera, non, ce cas de figure-là, ça arrive qu'aux autres, je suis plus fort que ça, etc. Mais finalement, tu peux faire une rencontre et cette rencontre-là va tout basculer. Mon ex, il avait l'air ultra confiant et je sais que finalement, il avait des choses qui allaient pas. Mais je pense que j'avais quand même des petites prédispositions puisque j'ai toujours eu un besoin d'être aimée ou de me sentir aimée ou de me sentir vue, regardée. Récemment, avec mes cours, les cours que j'ai faits, une psy qui, elle, fait du rolfing. Donc, c'est une méthode par le toucher, prendre conscience de soi, de son corps par le toucher. À travers ce cours, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui allait vraiment tout le temps toucher les autres. J'étais beaucoup dans le toucher, dans la volonté en fait de me faire sentir auprès des autres. Et je pense que c'est un truc que j'ai fait toute ma vie où j'ai toujours voulu exister, être aimée par les autres parce que certainement un manque de confiance en moi depuis toujours. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais c'est comme ça. Et moi, la personne avec laquelle je suis sortie, elle a dû aussi repérer certaines choses chez moi, j'en sais rien. Mais en même temps, quelque part,
La personne avec laquelle je suis sortie, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait ça intentionnellement. Et c'est là que je comprends pas et aussi où je suis perdue. Je sais lui-même aussi était perdu, avait été en dépression à un moment et justement, moi j'étais arrivée, je l'avais secouru. On retrouve encore cette notion de sauveur et sauvé. Du coup, moi je sais pas du tout à l'heure actuelle si la personne avec laquelle je suis sortie a fait exprès de ce qui s'est passé. Donc j'arrive pas à lui en vouloir à 100%, même si quelque part je l'aime pas du tout. Comment te dire? Il y a pas cette volonté de nuire, mais il y a quand même, toi, le respect de tes propres limites, et ça, c'est important de les connaître, et d'ailleurs de les fixer, d'y rester, parce que si tu fais pas ça, en fait, à partir de ce moment-là, que la personne elle le fasse exprès ou pas, ça change rien à ton mal-être. Et aussi par rapport à toi, Chloé, sur le fait que c'est compliqué un peu de se positionner et de faire la distinction entre est-ce que ça a été réellement voulu ou pas. Normalement, il prétend m'aimer, alors pourquoi en fait faire autant de mal? Il ne s'agit pas de cracher son venin à tous les moments que vous avez vécu ou qu'on a pu vivre avec cette personne-là. Et moi, c'est pour ça que je te trouve super forte, parce que dire stop, vraiment quand tu as conscience de ça, c'est tellement fort. Et moi, je pense que tu peux être super fière de toi, parce que c'est vraiment pas donné à tous. C'est qu'on a de l'entraînement. Ouais, bah non, mais c'est ça, mais... On devient pro. Mais non, mais c'est malheureux. Mais en tout cas, j'espère que ouais, chacun peut avoir les outils pour essayer de... Franchement, c'est dur d'être honnête envers soi-même. Et en fait, moi, j'étais arrivée à un stade où je commençais à faire des crises d'angoisse. Je n'avais jamais fait de crise d'angoisse. Jamais, jamais, jamais. Bon, je suis nature assez stressée, mais en tout cas, d'un point de vue relation à l'autre, jamais quiconque ne m'avait provoqué ça. J'ai entamé une thérapie parce que moi, la dépendance affective, elle est de mon ressort aussi. J'ai commencé cette thérapie parce que j'avais conscience des choses, en fait. Et c'est ça qui était un petit peu douloureux pour moi, c'est que j'avais conscience des choses, mais j'étais incapable de passer à l'action. Je savais que ça venait pareil, en fait, de mon père qui est parti quand on avait 3 ans, mon frère qui est aussi handicapé, qui prenait l'attention aussi de beaucoup de personnes. Du coup, moi, j'étais un petit peu toujours en retrait. J'estimais que il était 1000 fois plus légitime à avoir l'attention. Et cette psychothérapie, moi, elle m'a été beaucoup utile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à penser à moi et à me dire, mais Lou, il faut que tu vives pour toi, quoi, et pas aux dépens des autres. Et ça, c'est une grande fierté, et je le dis pas souvent, mais je suis assez fière de moi à ce niveau-là. Et ça m'émeut un petit peu. Mais non, mais du coup, c'est une super belle victoire, parce que ce schéma-là, en fait, de vraiment se négliger profondément, et qui est d'une tristesse monstrueuse, et dont on se rend pas compte, et vraiment de se dire, ok, c'est bon, relève-toi, tu peux le faire, let's go. Et pour ça, il faut être accompagné, ou ça peut être aussi tout seul. Toi, par exemple, t'as lu beaucoup de livres, tu t'es renseigné, etc. J'ai eu une discussion étonnamment qui est venue de mon père, qui m'a dit si tu continues comme ça jusqu'à tes 30 ans, tu vas rester malheureuse, en fait. Et voilà, ça m'a fait un déclic. J'ai juste une petite question pour toi. Mais du coup, aujourd'hui, comment t'abordes tes relations en ayant conscience de tout ça? Comment j'aborde mes relations, en fait, j'en ai pas eu pendant quelques mois. Le fait qu'il y ait le confinement, en fait, c'est horrible à dire, mais quelque part, j'en étais reconnaissante. Au lieu de me dire: «Je vais retrouver quelqu'un», en fait, j'ai fait de la musique. C'est de la musique, moi, qui m'a permis d'arrêter, et jusqu'à, très récemment, où j'ai commencé à revoir des gens, amoureusement parlant, mais sans me dire: «Ce serait la personne de ta vie». Non, on va prendre la personne comme elle est, on va voir comment ça se passe. J'en parlais avec une amie il y a pas longtemps, cette sensation d'avoir changé. Je suis vraiment sur la bonne voie, plus que ce que j'ai jamais été de ma vie, et j'en suis très contente, ma foi. Bravo. C'est trop bien. Bravo. Trop bien ton petit témoignage. Je pense que ça va me prendre très longtemps. Je sais même pas si un jour j'en sortirai, mais d'un côté, je sais que c'est une évolution. C'est en évolution, tu vois? Voilà. Ouais, et puis canaliser ça et apprendre les choses pour faire en sorte que ce soit moins Étouffant, douloureux, etc. Et puis déjà, rien que de pouvoir poser des mots dessus, Ouais. de savoir plus ou moins d'où ça vient, je pense que comment dire, c'est un long chemin, mais c'est le tout début, quoi. Et C'est ça. enfin, c'est ça, rien que de pouvoir en parler, en vrai, ça change tout.
une fois qu'on a cette faculté de pouvoir en parler, franchement, c'est très libérateur et vraiment, chacun a toute sa légitimité à le faire. Et faut pas se dire, bon, bah, moi, par rapport à un autre, bah, j'ai un peu moins vécu de choses. Toujours être dans ce truc de, je me permets pas d'en parler parce que lui, il a vécu quelque chose qui, selon moi, est 10 fois pire que moi. Et au contraire, il faut vraiment pouvoir en parler. Voilà. J'ai l'impression que toutes les dépendances qui existent, de toute façon, sont un tabou. On va pas en discuter, on va pas l'exposer parce que c'est des blessures et ça relève aussi de l'intime. Tu as un parent alcoolique, tu vas pas en parler à tout va. Mais en même temps, effectivement, le fait de savoir que ça existe, juste cela, ça permet ensuite d'enclencher la conversation. Dire que ça existe, bah, ça a permis à énormément de personnes de s'en sortir. Déjà, de délier les langues et encore une fois, comme tu le dis Lou, chacun, a son vécu, chacun, a la légitimité de parler. À mon sens, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, taire effectivement, ta relation ou, ta vie, la façon dont tu vois telle chose ou pas, c'est OK avec ça et juste parlons-en, discutons-en pour aussi, se soulager. On n'a aucune sensibilisation à ça dans toute notre éducation. Et en vrai, là, comment dire, je vais parler de Stromae qui a fait une superbe prestation. Mais après sa prestation, le nombre de rendez-vous de psychiatre a explosé. C'est incroyable. Il a fallu que un mec se pointe. Après, il s'était déjà construit un nom, tu vois. Mais après 7 ans d'absence, il arrive, il parle de son mal-être, de sa dépression. Et bah, les gens s'identifient à lui parce que, bah oui, enfin, quelqu'un qui ose lever le tabou, qui ose prendre la parole par rapport à ce sujet. Et il y a beaucoup trop de gens en fait qui n'attendaient que ça. Et donc, je trouve ça fascinant de voir à quel point bah, ça peut être faisable. Il suffit juste de quelqu'un qui porte l'étendard et qui a suffisamment de visibilité. Ouais, c'est comme tu l'as dit, vis-à-vis de l'éducation, je pense que ça joue un rôle majeur. Si typiquement on a été élevé dans un entourage où il fallait faire tout pour montrer le meilleur visage de soi-même, que ça aille bien et cacher ce qui va pas, en tout cas le gérer seul, on va grandir avec ce tabou-là et on va pas vouloir en parler. Et je sais que moi, parler de mes problèmes à ma famille, ça a été une revanche, mais tellement forte, quitte à hurler sur eux, parce que c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, pas grave, parce il faut extérioriser les choses. Et la parole libère, ça c'est une certitude. Ça permet de faire concrètement dans la matière bouger les choses et que ça reste pas que des pensées. Mais aussi, voilà, se dire que c'est pas grave d'être dépendant, c'est pas, enfin, ça touche tout le monde, on est humain, on n'est pas des robots. Je pense qu'il faut respecter ses émotions et il faut se tourner vers les personnes qui les comprennent au moment où on en a besoin. Parce Je pense qu'encore aussi. une fois, cette dépendance, c'est une faiblesse. Dans l'imaginaire collectif, moi je le pense pas, mais je pense que à chaque fois que quelqu'un dit qu'il est dépendant à ça ou à ça ou à ça, forcément ils se disent ah mais t'es faible, t'as vécu un truc qui t'a blessé, t'as une blessure, donc t'as été blessé, donc c'est que t'as pas la force de surmonter, tu vois. Et à partir de là, bah non, enfin moi je suis pas d'accord avec cet imaginaire collectif de merde. Enfin, même au-delà d'un problème, c'est d'un point de vue sociétal, genre, c'est juste plus possible aujourd'hui. Clairement, vous voyez pas, mais j'ai levé le poing en mode révolution. C'était juste pour rebondir ce que tu as dit et en mode comment dire, quand tu dis que c'est sociétal, moi perso, tous ces problèmes, la personne avec qui j'ai pu les aborder, tous mes problèmes de dépendance affective, tout ça, bah, c'était avec des filles, avec des femmes. J'ai jamais pu aborder ça avec un ami à moi, homme hétéro. Enfin, ça me viendrait même pas à l'idée parce que j'aurais juste un mur en face de moi, quoi. Je sais qu'ils comprendraient pas en fait. Et voilà, je pense que c'est aussi une énorme part de sensibilisation et de ce qu'on attend des hommes, de ce qu'on attend des femmes. On reste quand même dans un schéma extrêmement binaire, donc bah, déjà, je suis pas hétéro. Je pense que ça joue beaucoup. C'est que j'ai fait aussi un travail là-dessus, que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, que maintenant j'arrive à en parler de manière beaucoup plus sereine. Mais voilà. Oui, il y a cette sensibilité, cette ouverture-là dans le monde féminin qui est beaucoup plus flagrant que dans le monde masculin. La masculinité qu'on vous accorde, faut garder les choses, faut pas être faible, entre guillemets. Donc faible, c'est quoi? C'est pleurer, donc c'est la tristesse, toutes ces émotions négatives refoulées là. Je pense à un ami à moi que j'avais il y a quelque temps qui était très hypersensible, mais qui avait des amis qui le comprenaient pas
Et en fait, il pouvait pas en parler à ses amis, donc il m'en parlait à moi. Et il y avait cette barrière fondamentale il fallait pas parler des choses qui allaient pas, quoi. Je pense qu'il y a encore cette idée dans la société où on n'a pas le droit de ne pas être bien. Et du coup, on va culpabiliser de ne pas être bien et on va encore moins en parler. Ouais, c'est ça, c'est porter constamment des masques par peur de décevoir, d'être. Voilà, on est vite, enfin, on est vraiment sous cette emprise de culpabilité. Moi, je te rejoins totalement là-dessus. Donc c'est bien qu'on soit là. Exactement. Ah ça oui, on vous remerciera jamais assez d'avoir participé à cet épisode. La dépendance affective, c'est un sujet à prendre au sérieux. Comme vous l'avez entendu, elle est à l'origine de souffrances, de confusion, de relations qui peuvent s'effondrer, de solitude. Mais prendre soin de soi, consulter ou encore, bien sûr, parler, ce sont les premières étapes pour s'en émanciper un peu, pour se sentir mieux. Lou, Marjorie, Chloé, Mathieu, c'est un plaisir de vous recevoir. Et on est toujours aussi étonnés de l'engouement autour de chaque enregistrement. Au final, ça fait du bien de cultiver son individualité dans un monde où tout va vite. Alors si vous voulez participer au prochain épisode, vous ou même vos potes, rendez-vous sur Insta @tabouchemedia. On a trop envie d'avoir vos retours, de savoir si vous avez envie de participer, si vous avez kiffé les épisodes. N'hésitez pas à nous envoyer des DM et à suivre notre actu. En tout cas, on espère que vous êtes au taquet, on a trop hâte du prochain épisode et on vous embrasse fort.